Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins sont tous les jours ivres de vers en compagnie de Colomba Grossi, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Tristan Grenassia et Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation titubante cette semaine, Nicolas Berger. À la lecture au champagne, Georges Kless. Avec aujourd'hui à la prise de son sobre évidemment, Emmanuel Morse-Duncan. À 10h51, vous retrouverez comme tous les jours Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillons. Géraldine qui, en écho au sujet du jour, vous parlera de la poésie de Novalis, à propos de 2 livres qui paraissent aux éditions Poésis. Les ivrognes ont la réputation de voir double. L'homme possède 2 yeux et par conséquent 2 images du réel qui se superposent normalement l'une à l'autre. Lorsqu'il est ivre, la superposition se fait mal, d'où le fait que 2 bouteilles au lieu d'une dansent devant les yeux de l'ivrogne. Mais cette duplication du réel est un phénomène purement somatique. Elle n'engage pas en profondeur la perception ivrogne du réel. Tout au contraire, l'ivrogne perçoit simple, et c'est plutôt l'homme sobre qui habituellement perçoit double. L'ivrogne est quant à lui hébété par la présence sous ses yeux d'une chose singulière et unique qu'il montre de l'index tout en prenant l'entourage à témoin, et bientôt à partie si celui-ci se rebiffe. Regardez là, il y a une fleur. Et c'est une chose toute simple, c'est-à-dire saisie comme singularité stupéfiante, comme émergence insolite dans le champ de l'existence. En quoi l'ivrognerie peut être invoquée comme une des voies d'accès possibles à l'expérience ontologique, au sentiment de l'être, car l'ivrogne voit qu'il y a la rose et qu'elle est sans pourquoi. Cette sagesse de l'ivrogne louée par Clément Rosset dans son traité de l'idiotie va nous accompagner chaque jour de cette semaine poétique sur l'ivresse, comme rappel non seulement de la nécessité, mais de la lucidité de l'ivresse, comme seul moyen de tenir debout dans un monde sans idéal. Et c'est parce que l'ivresse est d'essence résolument poétique, en ce qu'elle implique une dissolution du soi dans le monde et une jouissance de tous les sens, que nous allons convier 4 poètes à notre banquet excessif et voluptueux, 4 poètes qui vous rappelleront que l'ivresse poétique transfigure le réel, non pour le fuir, mais pour l'approfondir. Ainsi demain, Yann Frémy prendra la mer avec le bateau ivre d'Arthur Rimbaud. Mercredi, Laurence Campa distillera les verres d'alcool de Guillaume Apollinaire. Et jeudi, Brice Mathieu-San décapsulera les bières en compagnie de Charles Bukowski. Mais aujourd'hui... Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront « Il est l'heure de s'enivrer ». Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Aujourd'hui donc, l'ivresse avec Baudelaire, grâce à vous, Jacques Darvila. Bonjour à vous. Bonjour Adèle. Bienvenue sur le Nouveau Chemin de la Connaissance. Vous avez enseigné la philosophie de l'art à la Sorbonne. Vous avez également publié plusieurs ouvrages sur la philosophie de l'art. Et puis vous êtes l'auteur d'un site très utile. Un site qui, l'adresse est jdarvila.net où on y trouve tous vos cours mis en ligne. Et notamment de très belles pages consacrées à Baudelaire, puisque c'est le sujet du jour. Enivrez-vous, nous dit Baudelaire dans le Spleen de Paris. Il faut toujours être ivre. Ivre, oui, mais de quoi, nous dit-il? De vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Ce qui importe n'est pas les moyens ou le contenu de l'ivresse, mais le fait même d'être ivre. Jacques Darvila. Oui, l'ivresse est
comment dire, c'est l'unique remède à la mélancolie. C'est le supplément de l'inspiration poétique depuis que les dieux se sont enfuis. On peut dire que ce que disait Platon, l'inspiration du poète, ce sont les champs magnétiques du divin. L'âme du poète est comme traversée par le magnétisme du Dieu. Le Dieu parle par sa bouche, le poète est un prophète, et le monde aussi est poétique. Et pour être poète, il suffisait d'être en symbiose avec un monde qui de lui-même parlait. Et puis, quand on entre dans ce que Baudelaire appelle la modernité, notre monde, inutile de préciser des ruptures historiques, mais enfin nous ne sommes plus dans un monde où les dieux nous parlent. La poésie religieuse n'est pas la plus grande des poésies, et nous ne sommes plus dans un monde non plus où le monde lui-même est ivre j'allais dire de correspondance, de symboles. Le monde est devenu neutre, objectif, et le poète erre dans ce monde mélancoliquement, s'interrogeant sur ce qui pourrait lui donner l'inspiration. Et si le monde ne le rend plus ivre, eh bien, c'est ce que dit ici Baudelaire, c'est simplement un point de départ. Si le monde ne le rend plus ivre, c'est lui-même qui doit se rendre ivre, ce qui est peut-être un peu triste. Solitairement dans son coin, il va boire pour essayer de retrouver une sorte de transe qui est perdue. Vous dites que cette transe est perdue, que le monde a changé. Rappelons en quelques points ce qui a changé dans ce monde. Peut-être Dieu est mort et Bonaparte a fait un coup d'État déjà pour commencer. Et Hegel est passé par là aussi. Beaucoup de choses ont changé, effectivement. Dieu est mort, il y a un poème des Fleurs du Mal qui m'a toujours intrigué, auquel je me suis intéressé récemment parce qu'il a une origine médiévale. Il s'appelle Le Châtiment de l'orgueil. C'est l'histoire d'un théologien célèbre en son temps qui fait l'éloge de Jésus au moyen d'une rhétorique et d'une scolastique extrêmement virtuose. Il est applaudi par tout le monde à la fin de son prêche et il ajoute « Mais si j'avais voulu, j'aurais très bien pu trouver le défaut de l'armure », c'est l'expression que prend Baudelaire, et démontrer que Jésus n'est rien. Et à ce moment-là, dit le poème, les ténèbres se sont abattues sur son esprit, il est devenu stupide, il erre dans la campagne avec un air de chien perdu, et il est la risée des enfants qui lui jettent des pierres. Alors quand il se trouve que cette histoire est réelle. C'est une légende, enfin une histoire ou une légende, je ne sais pas, qui remonte quand même au XIVe siècle. On la trouve dans la Legenda Mayor de Mathieu Paris. Et elle a fasciné Baudelaire, qui en avait entendu parler par des querelles de la critique de l'époque, parce que, oui, elle est bien symbolique de ce moment où la voix de Dieu se taisant, le poète ne sait plus où prendre son inspiration, puisque toujours il était le protégé d'une muse. Quand ça s'est passé, ça serait une autre émission, et on va évidemment parler de la révolution galiléenne et de la mathématisation du monde et de la découverte d'un sujet qui est étranger au monde, c'est-à-dire la naissance de la philosophie moderne, Galilée et Descartes, disons, début du 7e siècle, et Pascal, bien sûr, l'ennui pascalien étant la forme théologique, on peut dire, du spleen baudelairien, qui en est une transposition moderne dans les grandes villes. Le spleen, d'abord c'est un mot anglais, et ensuite il porte avec lui la mélancolie des brouillards de Londres. Et donc il se réfère au labyrinthe des grandes villes, aux errances des grandes villes qui sont si chères et si profondément inscrites dans la poésie de Baudelaire. Si bien que la question que se pose Baudelaire tout au long de son travail poétique est celle de savoir comment être poète dans un monde sans idéal. Quelle est la mission qui revient au poète alors que l'idéal n'est plus et qu'il n'y a que ce spleen, c'est-à-dire le signe d'une espèce de vacuité existentielle, d'un néant laid qui plus est parce que urbain, qui semble rendre totalement inutile le travail poétique. Oui. Alors que ce néant soit un néant, oui, qu'il soit laid. Justement, la tâche du poète est d'arriver de le transfigurer. Il y a des pages admirables de Baudelaire, tout le monde les connaît, sur les défilés des élégantes, la nuit éclairée par le gaz. Il en fait une espèce de fantasmagorie
fuligineuse, et il lui donne une beauté, justement, qu'il parvient à extraire du mal, ces fleurs. Donc il est possible de trouver, et même il est plus que possible, il est nécessaire pour le poète de trouver une beauté nouvelle dans un monde qui est celui du néant, comme vous dites, c'est un mot très pascalien d'ailleurs, le néant, ou plutôt, comme Baudelaire le dit lui-même, de trouver des pépites d'or dans la boue des grands boulevards modernes. Mais ce sur quoi je voudrais, ce qui me paraît essentiel dans ce thème de l'ivresse chez Baudelaire, c'est de mettre de côté un contresens qui est souvent fait. Il ne faut pas croire que la poésie doit être ivresse. Quelle ivresse? Mais il ne faut certainement pas penser que cette ivresse est une évasion. Baudelaire n'a jamais pensé que la poésie devait nous évader du réel, nous proposer un monde de fiction qui nous permettrait d'oublier le désespoir de vivre sous le Second Empire. Vous savez que Flaubert prévoyait une suite à l'éducation sentimentale qu'il avait intitulée magnifiquement, on n'en connaît que le titre, Sous le Second Empire. Ça veut dire vraiment on est en dessous, il y a tout le poids qui pèse, ça pèse des tonnes. Bon. Et comment être poète sous le Second Empire? Baudelaire ne veut pas proposer des voies d'évasion, car sinon la poésie ne serait qu'un phare. La poésie n'est pas un maquillage. On comprend souvent, à contresens, le fameux éloge du maquillage qui se trouve dans le peintre de la vie moderne. Baudelaire ne veut nullement dire que la femme, en se maquillant, doit devenir un objet de rêve fallacieux. Parce qu'il fait, juste pour ceux qui n'ont pas le texte en tête, il fait dans ce texte l'éloge du maquillage de la femme, disant que la femme n'a pas intérêt à imiter la nature, mais au contraire, célébrer ce qui de sa beauté relève de l'artifice. Oui, mais cet artifice est plus vrai que la nature. C'est la nature qui ment. Et c'est l'artifice qui dit la vérité dans la mesure où l'artifice fait apparaître transfigure la femme en une idole du désir, en un point de cristallisation où tous les rêves du désir apparaissent, et par conséquent, c'est là la véritable figure du désir. Et il dit d'ailleurs que elle est bien dans son droit, et même elle accomplit une espèce de devoir en s'appliquant à paraître magique et surnaturelle. Il faut qu'elle étonne, qu'elle charme. Voilà. Idole, elle doit se dorer pour être adorée. Oui, donc, au contraire, c'est ainsi qu'elle est dans la vérité ou dans le mystère du désir. C'est pas du tout une fuite. C'est au contraire le jeu du naturel qui esquive le danger du désir et qui fuit. Le maquillage, dans le jeu du désir, je parle du maquillage dont il est fait l'éloge dans le peintre de la vie moderne, fait paraître la femme selon sa vérité poétique, d'être fantasmatique, d'être d'une apparition magique et surnaturelle. On pourrait presque dire surréaliste. Eh bien, la poésie, c'est la même chose. L'ivresse ne doit pas maquiller le monde, ou ne doit pas nous évader du réel, mais au contraire, elle doit certes transfigurer le réel, mais pour nous faire apparaître ce qui est la vérité méconnue, refoulée par la routine d'un réel transfiguré. Il arrive quelquefois que la personnalité disparaît et que l'objectivité, qui est le propre des poètes panthéistes, se développe en vous si anormalement que la contemplation des objets extérieurs vous fait oublier votre propre existence et que vous vous confondez bientôt avec eux. Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison fort naturelle deviendra dans le vôtre une réalité. Vous prêtez d'abord à l'arbre vos passions, votre désir ou votre mélancolie. Ces gémissements et ces oscillations deviennent les vôtres, et bientôt, vous êtes l'arbre. De même, l'oiseau qui plane au fond de l'azur représente d'abord l'immortelle envie de planer au-dessus des choses humaines. Mais déjà, vous êtes l'oiseau lui-même. Je vous suppose assis et fumant. Votre attention se reposera un peu trop longtemps sur les nuages bleuâtres qui s'exhalent de votre pipe. L'idée d'une évaporation, lente, successive, éternelle, s'emparera de votre esprit et vous appliquerez bientôt cette idée à vos propres pensées, à votre matière pensante, par une équivoque singulière, par une espèce de transposition ou de quiproquo intellectuel, vous vous sentirez vous évaporant et vous attribuerez à votre pipe, dans laquelle vous vous sentez accroupi et ramassé comme le tabac, l'étrange faculté
de vous fumer. France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, Adèle Van Drent. Jacques Dariula, il s'agit du poème du Hashish interprété par Denis Podalites, un texte magnifique qui, contrairement à ce que l'on peut croire peut-être facilement ou lorsqu'on découvre ce texte peut-être plus jeune, il ne s'agit pas d'un éloge du Hashish, mais véritablement de l'exposé d'une méthode poétique qui s'apparente à l'ivresse. Absolument, je pense que c'est un texte fondamental dans l'œuvre de Baudelaire qui est pas... Bien sûr, c'est un immense poète, c'est l'inventeur d'un nouveau regard, d'un ton poétique qui sera celui de tous les modernes. Il est inévitable, il est incontournable, comme on dit Baudelaire. Mais je perds le fil. Là. C'est le hashish, c'est l'effet du hashish. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'effet du hashish. Ça vous rendra poète, allez-y. Mais il y a donc, oui, je suis frappé par la profondeur philosophique que Baudelaire fait de l'analyse de son propre art. Il dit lui-même d'ailleurs que si un critique est incapable d'être poète, en revanche, tout poète doit être son propre critique. Et il y a véritablement une théorie esthétique extrêmement élaborée, à mon avis même la plus profonde depuis la critique de la faculté de juger de Kant, qui pose les fondements d'une pensée esthétique, du jugement esthétique. Donc une critique esthétique extrêmement élaborée. Et je lis personnellement le poème du Hashish, donc la première partie des Paradis artificiels, comme un véritable traité de poétique. Et il s'agit en effet c'est une circonstance. Comme il dit à propos de Monsieur Constantin Guy, dans Le peintre de la vie moderne, la vie dépend de circonstances, de rencontres au hasard. Bref, il habitait l'hôtel de Pimodan, aujourd'hui l'hôtel de Lausanne, dans l'île de la Cité, et on lui a proposé, un médecin qui s'intéressait à ce genre de substances, il s'appelait Moreau de Tours, lui a proposé donc de participer à des séances de hashish auxquelles participait Gautier, qui habitait d'ailleurs dans le même hôtel. Et Baudelaire il est très jeune, je crois que les premières séances des hachishines, du club des hachishines de l'hôtel de Pimodan sont autour, il devait avoir 22 ans à peu près, et on sait par des textes de ceux qui participaient à ces séances et qui nous ont décrit le comportement de Baudelaire, que Baudelaire n'a jamais voulu se laisser emporter par le hashish, mais voulait être en quelque sorte un hachishine lucide, et qu'il essayait de saisir la qualité de la perception fantastique qui peu à peu s'ouvrait à lui au fur et à mesure que la drogue faisait son effet. Et effectivement, il écrit, alors bien plus tard, ce texte, ce magnifique texte du poème du hashish qu'il faut prendre comme le récit d'une initiation poétique. Et ce qu'il y a de frappant dans ce texte, c'est que bien sûr le hashish est une ivresse. Il y a 1000 ivresses. Il y a celle du vin, qui est une ivresse plutôt d'évasion et qui ne dure pas très longtemps, qui est une sorte de flamme vitale, de l'énergie vitale, et qui vite se dissipe, et qui nous fait partir dans un autre monde, je dirais ivresse d'évasion. Tandis que l'ivresse du hashish, comme l'ivresse poétique, de la création poétique, est une ivresse, je dirais, d'adhésion. Il le dit bien. Lorsqu'il dit que, dans le poème du hashish, l'ivresse ou la fantasmagorie de la perception part de détails très précis d'objets. Il dit que c'est une perception outrée. C'est une sorte de sensation hyperbolique, mais non pas la sensation d'un autre monde. Ce monde prend une allure outrée, les formes se galbent, Votre œil se fixe sur un arbre harmonieux courbé par le vent. Dans quelques secondes, ce qui ne serait dans le cerveau d'un poète qu'une comparaison deviendra dans le vôtre une réalité. Oui. C'est ça, ce petit détail de la réalité qui s'imprime dans le cerveau du poète. Voilà, dans le texte qu'on vient de lire, il prend l'arbre, l'oiseau et la pipe. La pipe est le premier objet que voit au-delà de son nez le poète quand il n'écrit pas, et il a d'ailleurs consacré des poèmes dans Les Fleurs du Mal à la fumée bleuâtre qui fait des volutes au-dessus de la pipe et qui est une image de sa propre pensée. Et donc l'objet, il y a une espèce de fascination de l'objet, une sorte d'hyper-réalisme, on pourrait dire, car c'est pas un autre monde, c'est ce monde transfiguré en hyper-réel ou en surréel. Et l'objet le fascine, et cette fascination de l'objet produit une sorte d'absorption ou d'annulation du sujet dans la présence royale, majestueuse de l'objet. Ainsi, et d'ailleurs, là, je pense, là, il propose l'arbre qui gémit, en fait, c'est le gémissement de ma propre mélancolie, du spleen que j'entends
de l'arbre mort qui gémit dans le vent. L'oiseau, c'est bien sûr l'albatros qui rêve de retrouver l'azur perdu. C'est donc bien encore Baudelaire. Et puis, il y a cette image magnifique qui me frappe de la pipe, qui a d'ailleurs donné qui est plus originale. On peut se demander pourquoi les hommes fument. Et je pense que si le désir de fumer vient essentiellement du fait que nous savons, sans vouloir le savoir, que nous sommes fumés par le temps, qui va nous réduire en cendres. En fumant, eh bien, je ne suis plus fumé, c'est moi qui fume. Je renverse la relation de suggestion. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Il est, en vérité, et ici le hashish est la révélation d'une vérité, il est ce tabac qui est en train de se consumer et devenir cendre, lui qui meurt dans le temps, ce qui est exactement d'ailleurs la leçon du spleen, puisque le spleen, c'est la passion du néant, ce par quoi je me sens m'écouler seconde par seconde, comme lui dit sadiquement l'horloge, dans le gouffre, dans l'abîme du temps. Donc il y a une... Alors, pourquoi l'ivresse est-elle un remède ? Parce que, vous l'avez dit d'ailleurs, parce que le moi s'abolit. Ce qui souffre, c'est le moi. Si je pouvais ne plus être moi et laisser le monde être par lui-même, si je pouvais abandonner la scène du théâtre à la chose en soi et annuler le sujet, eh bien, je ne serais plus qu'un regard flottant qui serait à l'écoute de la symphonie du monde. Et le poème du hashish m'a dessiné de façon très empirique. Il va falloir en faire toute une poétique tout à fait réfléchie, pensée, d'une grande profondeur, mais m'a décidé un chemin du salut dans un monde qui est purement immanent. Il ne s'agit pas de s'évader vers les anges ou d'aller au paradis, c'est ici-bas, ici et maintenant, que le regard de l'ivresse transfigure la sensation et peut me réconcilier à la condition de ma propre abolition dans un monde magique et surnaturel. Comment Baudelaire s'y prend-il pour nous faire sentir quel est le lieu de la poésie et surtout quel est son véritable usage, ce qu'elle peut nous apporter? À ceux qui cherchent une jouissance immédiate, il faut mettre en correspondance la poésie avec certains produits dont ils connaissent la puissance, dont l'action est si violente et si évidente qu'il leur est impossible de la nier, et leur montrer que ces produits aux effets si irrécusables ne sont que des ersatz faibles et dangereux de cette seule drogue, de cette drogue absolue qu'est la poésie, dont les effets sont incomparablement plus puissants et plus stables, qui donnent en réalité ce qu'ils ne donnent qu'en mensonge. La chevelure. Ô toison moutonnant jusque sur l'encolure, ô boucle, ô parfum chargé de nonchaloir, extase. Pour peupler ce soir l'alcôve obscure des souvenirs dormant dans cette chevelure, je la veux agiter dans l'air comme un mouchoir. La langoureuse Asie et la brûlante Afrique, tout un monde lointain, absent, presque défunt, vit dans tes profondeurs, forêts aromatiques. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, ô mon amour, nage sur ton parfum. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme plein de sève se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève. Tu contiens, mer d'ébène, un éblouissant rêve de voiles, de rameurs, de flammes et de mâts. Un port retentissant où mon âme peut boire à grands flots le parfum, le son et la couleur, où les vaisseaux, glissant dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Je plongerai ma tête, amoureuse d'ivresse, dans ce noir océan où l'autre est enfermé, et mon esprit subtil que le roulis caresse saura vous retrouver, ô féconde paresse, infini bercement du loisir embaumé. Cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendus, vous me rendez l'azur du ciel immense et rond. Sur les bords duvetés de vos mèches tordues, je m'enivre ardemment des senteurs confondues, de l'huile de coco, du musc et du goudron. Longtemps, toujours, ma main dans ta crinière lourde sèmera le rubis, la perle et le saphir.
afin qu'à mon désir tu ne sois jamais sourde. N'es-tu pas l'oasis où je rêve et la gourde où je hume à longs traits le vin du souvenir? Dans cette drogue absolue qu'est la poésie, je reprends les termes de Michel Butor qu'on a entendu juste avant Jacques Darvilla, c'était en 1958, dans l'heure de culture française, diffusée sur la RTF. Et bien dans cette drogue absolue qu'est la poésie, on y trouve une façon, telle que l'a décrit Baudelaire dans ce poème La Chevelure, brillamment interprété par Georges Claes, de transfigurer le réel, vous l'avez dit, en parvenant à extraire la beauté dans la dissolution du sujet qui contemple ici la chevelure, et surtout, ce qui caractérise cette ivresse, cet enivrement, c'est, et vous avez prononcé le terme tout à l'heure, Jacques Darvilla, l'immanence. C'est-à-dire qu'ici, on a le sujet qui se perd dans l'objet qu'est la chevelure, mais il n'y a plus d'idéal, il y a un rêve qui est tout entier contenu dans ce que le sujet voit et touche, dans lequel il se perd. Plus besoin de transcendance, grâce à l'ivresse sans doute, pour célébrer cette beauté du monde. Fort bien dit, il ne reste plus rien à dire. Mais alors, dans la chevelure, ce qui est assez frappant aussi, c'est l'amplification. La femme devient, l'idole adorée, devient vaste elle est cosmiquement amplifiée. Et aussi, c'est un effet sans doute de l'abolition du sujet. Plus je tends vers l'infiniment petit, plus le monde prend l'incommensurabilité de l'infiniment grand. Et cette immensité, la chevelure devient une forêt, on pourrait dire, ou un temple avec des piliers, d'où sortent de confuses paroles. Et elle est pleine de parfums. Alors, le parfum est évidemment... Le parfum, qu'est-ce que c'est qu'un parfum ? C'est ce qui reste de ce qui est en train de se décomposer. C'est-à-dire que c'est un vestige du révolu. Et le parfum, c'est un vestige du temps perdu, en fait. Et tous les souvenirs dorment dans cette chevelure qui est comme des arbres, des ramures qui sont agitées par le vent, comme l'arbre courbé de tout à l'heure. Et puis, elle devient le monde entier. Il y a un univers. Le poète découvre un univers à la fois dans le temps, par le parfum qui ouvre la porte du souvenir, comme dans ce magnifique poème qui s'appelle Le Flacon, où il décrit aussi, quand on ouvre un flacon de parfum, tout d'un coup, c'est un flux de souvenirs, c'est le temps perdu qui devient un temps retrouvé par un renversement du temps prodigieux et saisissant. Et puis, c'est aussi tout un espace, tout un paysage, et cette image qui a toujours fasciné Baudelaire, et qui revient très souvent. Il y a par exemple dans le Spleen de Paris un poème en prose qui s'intitule Le port, et qui dit cela. C'est un port avec l'eau calme qui réfléchit la lumière. L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil, c'est pas Baudelaire, mais l'idée s'en trouve déjà chez Baudelaire. La mer respire lentement, elle a comme un souffle qui annonce l'apparition. Et puis, il y a les bateaux au port qui avec le clapotement de l'eau qui oscille légèrement. On pense au port de Honfleur et aux visions qu'il a de la mer en hauteur dans la maison où il devait rejoindre sa mère, cette fois, près de la mer, qu'il appelait la maison Joujou. Et là, on voit les vaisseaux glissent dans l'or et dans la moire, ouvrent leurs vastes bras pour embrasser la gloire d'un ciel pur où frémit l'éternelle chaleur. Donc c'est un port qui fait penser d'ailleurs à certains tableaux orientalistes de l'époque, et qui est une ouverture sur une lumière intense, ou un soleil couchant aussi qui le fascine, parce que ce sont des effets de lumière qui laisse entendre, non pas la venue d'un autre monde, mais la venue,
la transfiguration de ce monde qui s'opère sous nos yeux. Et que si nous étions poètes, nous pourrions vivre perpétuellement dans cette éternité. Mais comme nous sommes routiniers et bêtes, nous vivons dans la banalité. D'où la nécessité de l'ivresse. Et d'ailleurs, dans le poème de la chevelure, les derniers mots, hein, c'est où je eus ma long trait, le vin du souvenir. Oui. L'ivresse est dans le souvenir. Ça veut dire qu'ici, l'ivresse est un moyen de ressusciter un passé qui n'est plus, ce qui ouvre encore davantage l'amplitude de l'immanence. Oui. Ça n'est pas un hasard si Proust avait si profondément, je pense que profondément compris Baudelaire. C'est vraiment c'est le point de départ. Enfin, Baudelaire est l'initiateur d'une pensée poétique et une pensée de l'écriture qui va connaître une amplification extraordinaire chez Proust. Mais c'est bien là la première formulation d'une poétique du temps perdu, puis retrouvée. Il faudrait dire que, bien entendu, ce thème de la réminiscence renvoie à la correspondance. Une réminiscence, c'est une correspondance entre un temps passé et un temps présent. Et ce que je découvre en passant à travers le miroir, par l'hypnose du hashish ou l'hypnose poétique qui fait enfin disparaître ce moi qui ne peut que souffrir quand il existe. Et au prix de cette disparition, j'entends la symphonie du monde. C'est bien sûr le monde des correspondances, mais ce monde des correspondances est double. Il existe à la fois dans l'espace et dans le temps. Et dans l'espace, ce sont des échos. Comme des appels de chasseurs perdus au fond des bois, voilà, et dans une ténébreuse et profonde unité, comme il dit à la fin du poème Les Phares. Donc l'écho est il y a dans l'espace des points qui peuvent se correspondre, s'appeler l'un l'autre, donner l'illusion d'une symétrie et faire de l'espace comme une sorte de cristal de correspondance. Donc il y a ici par exemple, voilà les continents, tout ce qui fait appel au paysage, eh bien, renvoie à un imaginaire du paysage, renvoie à une correspondance qui est dans l'espace. Et il y a aussi une correspondance dans le temps. Et la correspondance dans le temps, c'est la réminiscence, c'est le parfum qui rend présent. La correspondance, c'est toujours ce qui rend proche un lointain. Et dans la réminiscence, un passé révolu, tout d'un coup, redevient présent. C'est-à-dire, c'est pas qu'on s'en souvient, au sens où en lisant son agenda, on retrouve ce qu'on a fait les jours passés. C'est qu'il redevient présent. C'est qu'il est réellement présent. Et c'est ce retour du révolu qui est véritablement suffocant et qui crée l'effet de la rencontre poétique. La rencontre elle-même, qui est au centre de cette poésie, lorsque je croise la passante, mais toute forme suggestive est une passante dans le temps, dans le fleuve du temps. La rencontre conjugue à la fois la correspondance dans l'espace et la correspondance dans le temps, et crée véritablement l'étincelle poétique. Et cette étincelle, ce qu'il y a de frappant chez Baudelaire, c'est que quand cette étincelle est, disons, le résultat ou l'effet de l'ivresse poétique, elle ne va jamais sans une forme de jouissance. Et le terme apparaît très souvent chez Baudelaire. Et d'ailleurs, l'évocation de la chevelure dans le poème qu'on a entendu, c'est assez clair, la dimension érotique et jouissive de ce parfum qui émane de la chevelure. Mais je pense aussi à un texte qu'on trouve dans Mon cœur mis à nu, où Baudelaire écrit sur son ivresse en 1848, la nature de l'ivresse, l'insurrection populaire, le goût de la vengeance. Il y parle également de jouissance. Dans le poème sur les foules aussi, où il montre comment le soi peut se perdre, cette fois-ci, non pas dans les objets naturels du monde, mais dans la foule, on y retrouve la jouissance jusqu'à cette lettre que j'aimerais qu'on écoute maintenant, la lettre du 17 février 1860, à un certain Wagner. Il décrit la jouissance extatique et l'ivresse esthétique qu'il a à écouter la musique de ce Wagner. Écoutons-le. Monsieur, avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'ai jamais éprouvée. Je suis d'un âge où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettres mon admiration, si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, où on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Ce que j'ai éprouvé est indescriptible, et si vous daignez ne pas rire, j'essaierai de vous le traduire. On se sent tout de suite enlevé
et subjugué. J'ai éprouvé souvent un sentiment d'une nature assez bizarre. C'est l'orgueil et la jouissance de comprendre, de me laisser pénétrer, envahir, volupté vraiment sensuelle et qui ressemble à celle de monter dans l'air ou de rouler sur la mer. Et la musique en même temps respirer quelquefois l'orgueil de la vie. Généralement, ces profondes harmonies me paraissaient ressembler à ces excitants qui accélèrent le pouls de l'imagination. Enfin, j'ai éprouvé aussi, et je vous supplie de ne pas rire, des sensations qui dérivent probablement de la tournure de mon esprit et de mes préoccupations fréquentes. Il y a partout quelque chose d'enlevé et d'enlevant, quelque chose aspirant à monter plus haut, quelque chose d'excessif. Depuis le jour où j'ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mauvaises heures, si au moins je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner. Écoutons un peu de Wagner, c'est Baudelaire qui le demande, alors obéissons-lui. Aujourd'hui, vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. C'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à l'ivresse poétique. Et pour l'occasion, c'est de Baudelaire que nous parlons, l'ivresse jouissive de Baudelaire, meilleur remède contre le spleen, en compagnie du philosophe Jacques Darula, qui a écrit de nombreuses pages sur Baudelaire et est disponible notamment sur son site internet jdarula.net. Courez-y, vous verrez, c'est une mine d'or. C'est la transfiguration d'Isolde de Wagner, Jacques Darula. Alors on l'a entendu dans la lettre qui était interprétée par le comédien Dominique Rozan. Baudelaire parlait à plusieurs reprises de jouissance à écouter la musique de Wagner, et notamment de jouissance de comprendre. Ça veut dire que cette jouissance n'est pas seulement esthétique, il y a une jouissance aussi intellectuelle à l'écoute de la musique, comme si elle regroupait tous les différents sens de l'homme. Alors la jouissance poétique vient essentiellement de la disparition du moi. Au fond, le moi est une construction factice et qui nous fait abominablement souffrir. Ce que nous appelons le moi est pour une grande part l'image que nous supposons que les autres ont de nous et qui nous entraîne dans un quiproquo, un nœud de vanité dont la souffrance est sans fin. Justement, l'absorption poétique de la conscience dans l'être transfiguré par l'ivresse, dans le monde transfiguré par l'ivresse, fait disparaître le moi. C'est une souffrance chez Baudelaire que, par exemple, que le moi insiste qu'il ne veuille pas disparaître. Dans Léoton Timorouménos, titre, ça veut dire le bourreau de soi-même, eh bien, Baudelaire dit quelque chose comme, je ne cite pas, mais je ne suis qu'un faux accord. C'est-à-dire que tant que j'existe, il y a une dissonance dans le monde. Je suis dans le monde une dissonance, une note manquée. Et pour que la symphonie coule, pour que la houle de la symphonie coule, exactement à l'image de cette musique en forme de vague du prélude de Tristan Iseult et de la mort d'Isolde, eh bien, il faut que je disparaisse, il faut que je m'abolisse. Et c'est seulement dans cette abolition que je peux communier avec l'immensité du monde, avec sa respiration, son rythme, car c'était fondamental chez Baudelaire du rythme, et qu'à ce moment-là, je jouis littéralement de ne plus être, c'est-à-dire d'être le tout, de m'être dissous, voilà, de m'être dissous dans l'indifférencié.
c'est très complexe parce que le point de départ de l'appel de cette ivresse, l'amorce de cette ivresse, c'est justement non pas un indifférencié, mais un extrême différencié, c'est-à-dire un extrême singulier de la rencontre. Cette passante que je vois en cet instant, cette rose que je vois, voilà, et non pas une autre. Mais à partir de cet impact qui éveille à la fois des échos dans l'espace et dans le temps, eh bien, le moi se dissout et alors il éprouve la plus haute jouissance, une jouissance presque surhumaine qu'il nous est possible d'éprouver. Et je voudrais dire, alors c'est la jouissance érotique aussi, l'amant se perd dans le corps de la femme qu'il aime, comme si elle était un paysage. Il y a un poème extraordinaire, un sonnet extraordinaire des Fleurs du Mal qui s'appelle La Géante, où il rêve de s'endormir à l'ombre des seins d'une femme devenue cosmos, véritablement, une sorte de mère éternelle. Le sujet ainsi se disparaît, vient se nicher dans l'immensité d'un monde qui est protecteur parce qu'il est plus nécessaire d'y être un moi, justement. Et je voudrais aussi ajouter que dans cette idée de rencontre, qui est le déclenchement de l'esthétique poétique de Baudelaire, il y a aussi, je veux dire que toute rencontre est la rencontre d'un double, puisque je m'abolis dans l'objet. L'objet, on l'a vu, la pipe devient moi-même, l'arbre, l'oiseau devient un double. D'ailleurs, il y a souvent l'image du miroir chez Baudelaire, et cette abolition est une sorte de... C'est comme si je plongeais dans l'eau d'un étang dormant, l'eau dormante d'un étang, et je passais à travers le miroir. Et par conséquent, je me confonds avec mon reflet. Ce que je rencontre en ce point extrême d'abolition, qui est la condition de l'apparition du monde dans sa poésie, ce que je rencontre, c'est un double. Or, la rencontre n'est pas seulement sensible chez Baudelaire, elle est intellectuelle, elle est artistique, elle est spirituelle, disons. Et Wagner, dans cette lettre à Wagner, dont on a entendu cette magnifique lettre qu'il a envoyée à Wagner, et il n'a jamais eu de réponse d'ailleurs, il dit à un moment « J'ai eu le sentiment que votre musique est mienne ». Il entend la musique qui est la sienne. Donc là, il n'y a pas simplement dissolution du sujet, il y a identification absolument. De soi à l'œuvre d'art. Mais l'identification, oui. Mais alors... Mais c'est pas l'identification sur un point de regard, ce qui m'obligerait encore à faire face et à rivaliser. C'est l'identification dans une immensité croissante, divergente dans l'infini, ce qu'il appelle le goût de l'infini, et qu'il faut opposer au goût du néant. Il y a un poème des Fleurs du Mal qui s'appelle Le goût du néant, et il y a un chapitre du poème de Hachis qui s'appelle Le goût de l'infini. De même, à propos d'Edgar Poe, autre grande rencontre spirituelle de Baudelaire, c'est Edgar Poe, qu'il rencontre lui aussi comme un double. Il dit à un moment dans un texte sur Poe, il dit qu'il avait le sentiment que Poe limitait à lui Baudelaire, alors que Poe n'a jamais connu Baudelaire, bien évidemment. Donc il y a une espèce de renversement qui fait que l'autre devient sa vérité en double, un peu comme si, en me regardant dans le miroir, je prenais tout d'un coup conscience que celui qui existe, c'est le reflet du miroir qui me regarde, et que moi je ne suis qu'un reflet de ce reflet rencontré, auquel je me mesure. Il paraît que Baudelaire n'a jamais lu Schopenhauer, mais c'est difficile à croire, tant cette dissolution du sujet que vous décrivez, Jacques Darula, est proche de certaines lignes de Schopenhauer. J'en cite un court extrait, c'est le paragraphe 34 du Monde comme volonté et représentation. Schopenhauer écrit ceci: du moment qu'on oublie son individu, sa volonté, qu'on ne subsiste que comme sujet pur, comme clair miroir de l'objet, de telle façon que tout se passe comme si l'objet existait seul, sans personne qui le perçoive, qu'il soit impossible de distinguer le sujet de l'intuition elle-même, et que celle-ci comme celui-là se confondent en un seul être, en une seule conscience entièrement occupée et remplie par une vision unique et intuitive, lorsqu'enfin l'objet s'affranchit de toute relation avec ce qui n'est pas lui, et le sujet de toute relation avec la volonté, alors ce qui est ainsi connu, ce n'est plus la chose particulière en tant que particulière, c'est l'idée, la forme éternelle, l'objectivité immédiate de la volonté. Schopenhauer semble reprendre l'analyse que vous faites de Baudelaire, Jacques Darula, à ceci près que cette fois-ci, lui, il conclut sur l'idée, comme s'il y avait un reste platonicien qui est totalement absent de chez Baudelaire. Oui, alors, je partage tout à fait l'opinion que vous venez de développer, à la réserve près que vous venez vous-même d'énoncer, que l'idée, l'objectivité de l'idée chez Schopenhauer, il pense à une idée platonicienne et il pense à l'art néoclassique. Donc véritablement à une forme académique et parfaite, par proportion, par symétrie, d'inspiration platonicienne. Baudelaire, au contraire,
une des conditions du chemin, du discours de la méthode qui va le conduire vers une nouvelle poétique, sera le reniement du néoclassicisme. Il a écrit des pages magnifiques sur David en particulier, de ce monde lunaire avec des spectres d'opéra, un monde artificiel, grimé, qui est un monde truqué, en fait. Donc, et le sentiment de cette falsification est capital chez Baudelaire, ce qui fait que c'est la différence entre Baudelaire et Schopenhauer. Mais autrement, bien souvent, d'autant plus que je crois que la première édition du Monde comme volonté, comme représentation est de 1819, si je ne me trompe pas, mais bon, il y aura beaucoup d'éditions, Schopenhauer n'arrêtera pas d'ajouter, faire des éditions, et il ne sera connu en France que très tardivement, en fait, surtout après la Commune, une fois que vraiment que le désespoir de l'histoire paraîtra indépassable et qu'on se tournera vers une pensée du nihilisme, de l'absolu pessimisme, qui s'annonce incontestablement chez Baudelaire. Mais Baudelaire, effectivement, ça m'a souvent étonné, ne cite jamais Schopenhauer, dont il est si proche, surtout dans l'ouvrage donc sur la contemplation esthétique, le désintéressement esthétique. C'est ça, et la lettre à le livre Wagner, 3, le livre 3. Mais le livre 3 du Monde comme volonté, comme représentation. Il ne le cite pas. Cela montre qu'il y a bien des moments de la pensée où par-delà les contacts réels, les communications entre les esprits, eh bien, quelque chose cherche à se dire. C'est pas simplement chaque poète qui fait son propre univers, ou chaque philosophe qui est sur une planète séparée des autres. Au fond, est-ce qu'on pourrait dire que chez Baudelaire, l'ivresse est le nom même pour évoquer l'expansion poétique du soi dans la création artistique, et qu'elle est finalement une manière d'être au monde, hein. Le poème Correspondance le dit extrêmement bien, finalement, cette espèce de symphonie, d'harmonie de l'univers sans sujet est comme une image, même plus fort qu'une image, une manière d'indiquer, de recréer l'état même de l'ivresse. Le monde serait ivresse dans son, j'ose pas prononcer le terme, idéal poétique. Disons que l'esprit commence à penser qu'il est possible de justifier l'ici maintenant comme un indépassable absolu. Je crois qu'on en est toujours là, d'ailleurs. Enfin, on retrouve l'absolu alors, ouais. Oui, mais c'est plus l'absolu de Hegel ici. C'est plus l'esprit se connaissant lui-même dans le cercle de la rationalité. C'est une plénitude vitale. Dans la saisie de l'instant présent, je ne veux pas dire. Ajoutons un point peut-être qui est d'ailleurs assez simple, mais c'est que bien sûr il y a des degrés dans l'ivresse, et que la plus haute ivresse, comme il le dit dans les phares, le divin opium ou le divin opium, c'est la poésie, et que si le hashish est initiateur, s'il montre le chemin, s'il est pour ainsi dire l'expérience originaire, l'anticogito, mais qui a le même point de départ du discours de la méthode poétique selon Baudelaire, eh bien, toutefois, l'ivresse du hashish est une ivresse passive. Hein. Il faut l'art du poète, et ça n'est pas rien. L'art du poète, c'est de transformer cette passivité, où on est incapable, on n'arrive même pas à se lever, en une suprême activité. Le feu de l'inspiration, le feu de Constantin Guy, lorsque le soir il reprend ses esquisses et qu'il les colore, il y a une page magnifique où il parle de l'ivresse du crayon. Baudelaire parle de l'ivresse du crayon dans le Peintre de la vie moderne, et ce crayon, on sent très bien que c'est celui de Constantin Guy, mais c'est aussi bien le crayon avec lequel Baudelaire écrit sur la page. Donc faire de cette ivresse une ivresse créatrice, c'est transformer, c'est parvenir à transcrire, à s'élever jusqu'à la finesse de l'écoute qui saura transcrire la symphonie du monde immanent enfermé dans le cercle de l'horizon du présent, dans ces mots tressés qui font le poème. Nous sommes tous plus ou moins fous. Et oui, nous sommes tous plus ou moins fous. Merci beaucoup, Jacques Darvila, d'être venu me parler de Baudelaire aujourd'hui. Merci. C'est avec Le vin de l'assassin, chanté par Léo Ferré, que nous nous quittons. Et c'est vrai, nous avons peu évoqué la question, la place du vin dans les fleurs du mal, la partie sur le vin. Ce sera peut-être le sujet d'une autre émission. Qui sait, ce sera avec grand plaisir, en tout cas. Avec joie. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie, qui vient vous parler d'un livre qui vient de paraître. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Encore un peu de poésie, mais maintenant avec Novalis, à l'occasion de la parution d'une nouvelle traduction des premiers fragments du poète aux éditions Poésis qui viennent tout juste de naître.
Dans un de ses nombreux textes consacrés à la poésie, tous rassemblés dans un recueil paru il y a peu aux éditions Galilée, le philosophe Jean-Luc Nancy analyse ce qu'il appelle le calcul du poète et qu'il définit comme l'activité et la décision du poète. Ce calcul du poète, qu'il analyse à partir d'Hölderlin, se situe entre l'art poétique et le travail de la pensée. C'est ce que Hölderlin appelle lui-même, je cite, « la précision constante de la conscience avec laquelle le poète regarde un tout ». Cette idée du tout, on la retrouve justement chez un contemporain d'Hölderlin, Novalis, de son vrai nom Friedrich von Hardenberg et dont les toutes nouvelles éditions Poésis ont publié la semaine dernière dans une nouvelle traduction un florilège des premiers fragments. Alors dès l'ouverture de ces très beaux textes, la thèse et le ton du poète-philosophe sont donnés. La poésie, dit Novalis, est le réel véritablement absolu. C'est le noyau de ma philosophie. Plus c'est poétique, plus c'est vrai. La fin de ce recueil vient boucler cette boucle. Novalis nous dit que le poète est omniscient, qu'il est un monde réel en petit. Vrai, réel, monde poétique, tous ces éléments sont fondus chez Novalis et au cœur de ses fragments. Mais à la différence d'Hölderlin, le poète Novalis ne semble pas regarder un tout. Il ne le contemple pas mais le connaît, car il est déjà le monde réel, il est déjà ce tout. Pour autant, le poème n'est pas qu'une vision de ce monde réel, une copie même sublime de ce tout. Novalis dit plutôt que le monde des livres est une caricature du monde réel. Mais c'est parce qu'il en est une caricature qu'il a alors des couleurs plus vives et que lui seul peut nous réveiller de notre sommeil. Je rappelle le titre de l'ouvrage, c'est Novalis, poésie réelle absolue. Et également, je signale la parution d'un ouvrage sur Novalis, toujours aux éditions Poésis, de Frédéric Brun, Novalis et l'âme poétique du monde. Un grand merci Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à l'ivresse poétique. Après Baudelaire, aujourd'hui ce sera Rimbaud au programme du jour demain, et ce sera Yann Frény qui viendra vous en parler, le bateau ivre de Rimbaud, tout un poème. D'ici là, si vous souhaitez réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour. Et surtout, vous pourrez la télécharger, la podcaster, c'est-à-dire l'installer sur votre ordinateur ou votre lecteur MP3 afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, en conduisant sur la route des vacances par exemple. Et rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins de la Connaissance où l'équipe met en ligne quotidiennement l'émission du jour et attend vos commentaires et réactions.